Julien Giry, politologue, chercheur associé à l'Université de Rennes. Au sein de l'IDPSP, je travaille depuis une dizaine d'années sur les théories du complot, les rumeurs, les légendes urbaines ainsi que sur les mouvements d'extrême droite. Alors ça c'est compliqué parce que c'est une question extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'un complotiste? C'est ça la difficulté qu'il faut poser. Est-ce que poser des questions fait de soi un complotiste? Non. Est-ce qu'il faut prendre tout pour acquis? J'allais dire être un mouton au sens premier du terme, accepter tout ce qu'on nous dit? Non. Et c'est là où c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que le complotiste va proposer de mettre en œuvre une démarche hyper critique. Je doute. Alors pourquoi pas? Le doute est sain, le doute est rationnel, le doute est bénéfique, c'est comme ça qu'on avance la raison, qu'on avance les processus sociaux, qu'on avance l'histoire, qu'on avance les connaissances scientifiques. Sauf que cette démarche complotiste, elle n'est pas critique, dans le sens où elle doute de tout. S'il y a eu tel événement, il n'y a pas de série d'accidents, il n'y a pas de catastrophe, il ne peut pas y avoir d'incompétence. Non, c'est parce que des personnes se sont engagées à le faire. Ces personnes-là ont été secondées leur entreprise par des médias, par la justice, éventuellement par ceux qui ont formé les médias, les écoles, etc. Donc si vous voulez, on doute de tout. Tout est déconstruit. Donc on est dans une démarche qui se présente comme hyper critique, mais exactement dans le même mouvement, elle est infracritique parce qu'elle doute de tout, sauf d'une seule chose, l'existence même du complot. On doute de tout, sauf de l'existence du complot. Et sur quoi on débouche? Eh bien finalement sur une forme de pseudo-critique qui est nécessairement accusatoire, qui va désigner un ennemi et victimaire parce qu'on se pense soi-même victime du complot. Donc c'est ça ce que j'appelle moi souvent que la conspirationnisme c'est une rationalisation paradoxale. On doute de tout sauf de l'existence du complot, donc on se présente hyper critique, en fait on est infracritique en même temps et on débouche sur cette forme paradoxale de pseudo-critique, accusatoire et victimaire. Oui, alors carrément, là on est vraiment au cœur de la mythologie complotiste, du symbolisme complotiste. Le billet de 1 $ est une mine d'or pour les complotistes. Que vous le pliez dans tous les sens, que vous fassiez des reliures entre les différentes lettres de la devise, que vous regardiez la pyramide avec l'œil qui voit tout. Tout cela, le symbolisme du chiffre 13, omniprésent également sur le billet, tout ça fait partie des passages obligés de ces indices ésotériques qui seraient là sous nos yeux, mais que nous ne serions pas, faute de connaissances justement secrètes, de maîtrise de ces connaissances secrètes, interpréter. Les indices du complot sont là, nous ne les voyons pas, et Rockin' Squad se fait fort de nous les révéler. Alors 1776, évidemment, c'est la date de création des États-Unis, mais ça renvoie aussi à la date de la création d'une société secrète qui s'appelle les Illuminés de Bavière en Allemagne. Donc tout ça, finalement, par la numérologie, la récurrence de nombres, par la récurrence de symboles, permet d'accréditer l'idée qu'il existe ce grand complot dont finalement la symbolique pyramidale est tout à fait manifeste, avec tout en haut de la pyramide un tout petit groupe d'initiés qui savent, qui connaissent, qui dirigent, qui tirent toutes les ficelles, qui activent les camps, qui activent les guerres, qui manipulent les religions, les politiques, etc., etc. Le vrai pouvoir en vérité. Alors, le 33e degré, évidemment, ça renvoie au 33e degré maçonnique, le plus haut grade du rite écossais ancien et accepté, et qui lui-même serait celui tout en haut de la pyramide. On retrouve encore une fois cette espèce de mythologie, notamment dans la fondation des États-Unis, où on nous explique, puis il y a les films comme par exemple Benjamin Gates et l'Ordre des Templiers, etc., tout un tas de mythologie populaire comme ça, que les fondateurs de la Révolution américaine seraient tous des francs-maçons, non pas des francs-maçons lambda, mais les plus hauts grades, les plus hauts dirigeants, ceux qui ont accédé finalement au niveau de secret le plus élevé et qui finalement sont les véritables dirigeants du monde. Quant à Aleister Crowley, effectivement, là on a affaire à un personnage un petit peu rocambolesque, trouble et sulfureux pour pas dire le contraire, un monsieur, un anglais qui abandonne la religion, qui se convertit à l'occultisme dans les années 20, mais finalement ça, quelque part, c'est une mode à l'époque, dans les années 20, que ce soit en France, en Angleterre, etc., en Allemagne, vous avez énormément de sociétés comme ça secrètes, de gnoses herméneutiques, qui vont s'intéresser à la magie, à l'alchimie, aux sciences occultes, aux savoirs parallèles, etc., qui vont émerger et qui vont se développer. Donc ça, c'est quelque part, c'est une mode. Ensuite, Aleister Crowley, lui-même, a une vie absolument incroyable. Il part aux quatre coins du monde, il va en Inde, il a des mœurs apparemment dissolues, même si c'est pas aussi clair qu'on veut bien le dire, etc. Mais bref, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est un grand bourgeois qui déchoit totalement d'un point de vue social, qui dilapide toute sa fortune dans des voyages, dans des aventures plus ou moins farfelues, dans des choses comme ça. Donc effectivement, cet individu avait été traité de l'homme le plus maléfique du XXe siècle, le plus immoral par un journal britannique. Donc tout ça, cette espèce de question de la moralité, elle est extrêmement importante dans les théories du complot, parce que les théories du complot ont une dimension souvent extrêmement conservatrice, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que l'ordre actuel est toujours décadent. Les élites sont toujours des fausses élites, sont toujours des voleurs, des usurpateurs, des gens immoraux, on y revient, ça c'est très intéressant. On parlait tout à l'heure de la question sexuelle, de la pédophilie, ça fait partie, cette question de la sexualité, de la déviance sexuelle des comploteurs supposés, des passages obligés à un moment ou à un autre, ça vient tout le temps. Jusqu'à peu près au milieu du XXe siècle, vous aviez deux choses. Vous aviez les comploteurs, donc depuis les Templiers, finalement jusqu'au milieu du XXe siècle, les comploteurs supposés,
sont des homosexuels et des masturbateurs. Bon, de nos jours, ces comportements sont relativement acceptés par une majorité de la société et donc on assiste à une inflation. Aujourd'hui, c'est vrai, des réseaux, les textes, les vidéos complotistes, les conspirateurs sont non seulement les homosexuels masturbateurs, mais c'est aussi les pédophiles, des nécrophiles, des zoophiles, des mangeurs d'enfants, ils sont anthropophages. Vous avez une espèce d'inflation pour montrer, encore une fois, je le disais tout à l'heure, le caractère tellement corrompu, tellement immoral de ces gens-là. S'ils peuvent faire tant de mal à des enfants, eh bien, voler de l'argent, détourner de financer des guerres, c'est quand même de la petite bière à côté de ces choses-là. Donc c'est ça, c'est vraiment le côté moral et extrêmement fondateur, je crois, des théories du complot. Alors effectivement, on a un peu un amalgame entre plein de choses qui renvoient effectivement à un univers un petit peu, disons, de la culture afro-américaine, la culture black, etc. sur ces questions-là du contrôle des naissances, qui renvoient également à des choses qui sont très vraies. L'histoire américaine, les politiques d'eugénisme ont vraiment existé. Elles ont effectivement davantage touché les, entre guillemets, inadaptés sociaux. À l'époque, on parlait d'hygiène sociale, on parlait pas d'eugénisme, je rappelle, où on stérilisait des femmes parce qu'elles étaient des mères incapables, parce qu'elles étaient des mères adolescentes, parce qu'elles avaient eu des parents alcooliques, parce que c'est des prostituées. Et effectivement, la plupart de ces femmes-là ont été des femmes noires. Il était parfois pratique de faire passer une femme africaine-américaine pour un peu déficiente mentale parce qu'elle ne comprenait pas forcément ce qu'on lui racontait. Et donc, c'était des politiques de stérilisation qui ont eu cours. Alors, jusqu'effectivement aux années 70, notamment en Caroline du Nord. Et il ne faut pas oublier que ces lois sur l'eugénisme racial, social, etc. ont été simplement abolies au début du 21e siècle. Donc, c'est pas du pur fantasme. Partant de là, cette espèce d'idée qu'il existerait de fait un espèce de plan pour maintenir les Africains-américains ou les populations noires orchestrées de haut lieu dans une situation de dominer, c'est aussi quelque part une façon, alors c'est à double sens, c'est une façon de se dédouaner de ses propres erreurs individuelles et collectives, j'allais dire en termes de communauté, en termes d'individus pour sortir de la situation, mais c'est aussi dans le même temps une arme de mobilisation. C'est, écoutez, voilà ce qui se passe, de façon plus ou moins instrumentale, sans même nécessairement adhérer au fond du discours complotiste, il sert quelque part à mobiliser une communauté en lui disant, attendez, il faut s'organiser, il faut qu'on se donne nous collectivement les moyens de résister face à une situation de domination insupportable. Là, pour la question du coefficient, on retrouve un petit peu la même chose, cette idée qu'il existe des stérilisations, des avortements forcés, etc. Vous avez par exemple beaucoup d'idées là-dessus sur lesquelles, par exemple, dans les années 90 aux États-Unis, il y a eu cette rumeur par rapport à une boisson qui s'appelait Tropical Fantasy. Tropical Fantasy était une sorte de soda très peu cher et qui était vendue essentiellement dans les quartiers africains-américains. La rumeur a couru que les industriels propriétaires de cette marque étaient des suprématistes blancs qui mettaient un ingrédient spécifique dans la boisson pour stériliser uniquement les mâles africains-américains. Donc les mâles blancs pouvaient en boire, ça changeait rien. En revanche, les mâles africains-américains en buvaient, ils n'auraient plus avoir d'enfants. Alors les conséquences ont été telles que cette boisson a vu ses taux de vente chuter de 70% et ça n'existe plus aujourd'hui. Donc ça peut avoir des conséquences. Cette idée extrêmement présente de mise en représentation d'un corps souffrant, d'un corps humilié, d'un corps maltraité est extrêmement présente souvent dans l'imaginaire complotiste des minorités ethnoculturelles. Alors ça c'est très intéressant, c'est que la société vril, c'est une société qui n'existe pas. Ça a été inventé dans la littérature britannique de la fin du début du XXe siècle, comme une société secrète qui bosserait sur l'électricité, etc., sur des connaissances un petit peu secrètes, de l'occultisme, etc. Et ça a été repris après la Seconde Guerre mondiale dans une certaine littérature complotiste pour nous expliquer qu'en fait la société du vril aurait existé, elle aurait travaillé sur des projets plus ou moins fantaisistes, plus ou moins en lien avec des entités extraterrestres sur des soucoupes volantes, qui se seraient alliés aux nazis et qui leur aurait permis de leur donner un avantage fort au début de la Seconde Guerre mondiale, et Hitler lui-même aurait réussi à s'échapper, on n'a pas retrouvé son corps, on le sait tous, grâce à une soucoupe volante de cette société, alors soit au pôle Nord, soit au pôle Sud, soit sur la face cassée de la Lune, selon les différentes théories qui existent, mais en fait, on est là véritablement à l'articulation du mythe conspirationniste un petit peu traditionnel, avec ce qui est de plus en plus développé après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les mythes ufologiques, les mythes d'une conspiration extraterrestre. Et là, on a vraiment un peu tous les ingrédients, on a Hitler, les nazis, les extraterrestres, une société secrète, des savoirs occultes, etc. On a vraiment, je veux dire, tous les ingrédients d'une très bonne théorie du complot qui fait sens dans une culture populaire actuelle. Voilà, alors là on est à peu près encore dans les mêmes genres de trucs un petit peu. ARP, c'est quelque chose qui existe, effectivement. Aujourd'hui c'est un programme qui dépend de l'université de l'Alaska. Avant c'était un programme de recherche financé par le gouvernement américain qui cherche à étudier les propriétés physiques, électriques de la ionosphère. L'ionosphère c'est une couche de l'atmosphère, traversée par des orages, des courants magnétiques, etc. Et ce projet ARP est cherché d'en comprendre le fonctionnement, d'en récolter des données, notamment pour comprendre tout ce qui touche au changement climatique. Les théoriciens du complot nous disent qu'à l'inverse, le projet ARP a été créé pour induire le réchauffement climatique en
créant de l'énergie, en lançant des sources d'énergie dans la noosphère, créant des dépressions, des orages, des inondations, des sécheresses. Au mieux et au pire, en lien avec les théories des chemtrails, puisque ce sont à peu près les mêmes auteurs qui vont développer ces théories-là, eh bien, ils sont là pour nous manipuler. Manipuler comment? Via des ondes psychotroniques, hein, c'est la terminologie de l'époque, du moment, ou alors via l'épandage de produits qui sont censés nous rendre un peu idiots, ou alors un peu crédules, ou alors pouvoir nous activer à distance, etc. Et là, on retrouve cette mythologie qu'on a vu naître après la Seconde Guerre mondiale aussi, de lavage de cerveau, de manipulation à distance. Là, on est à faire des choses extrêmement contemporaines, hein, qui renvoient aussi à des inquiétudes contemporaines, relatives au changement climatique, relatives aux nouvelles technologies, etc., etc. Voilà, c'est ça. Cette idée du nouvel ordre mondial, elle est extrêmement intéressante parce que c'est quelque chose d'extrêmement polymorphe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Alors effectivement, les complotistes vont toujours nous dire « Oui, mais George Bush, c'est pareil, il y a un nouvel ordre mondial. George Bush perd à Paris un nouvel ordre économique mondial après la chute du communisme. » Et de ce point de vue-là, on ne peut pas lui donner tort parce qu'effectivement, vous aviez un bloc, tout un modèle idéologique, politique, etc. qui s'est effondré et qui a donné naissance sur ce qu'on connaît aujourd'hui, une espèce de capitalisme un peu abattardi dans les pays d'Europe de l'Est, etc. Le nouvel ordre mondial, finalement, ça serait un petit peu cette idée selon laquelle toutes les grandes institutions, tous les individus, toujours les mêmes, hein, les Bush, les Rothschild, Sarkozy, Rockefeller, enfin toutes ces grandes familles un peu patriciennes, alliées avec tout un tas d'institutions, l'Union Européenne, le Council of Foreign Relations, la Commission trilatérale, le groupe de Bilderberg, l'ONU, etc. Tout cela finalement serait que des instruments de domination d'un pouvoir mondial unique centralisé, encore une fois entre les mains de quelques individus, quelques groupes d'individus omnipotents et oui voilà, et qui n'ont qu'une seule idée en tête, renforcer encore plus leur pouvoir. Parce que le paradoxe est là, c'est que les conspirationnistes voient le complot des puissants, des gens qui le sont déjà. Ceux qui conspirent, ceux qui sont déjà puissants. Ce n'est jamais un faible qui va conspirer pour s'élever, non, non. La conspiration est toujours le fait de groupes qui sont déjà puissants. Et ça, c'est très intéressant. Et de ce point de vue-là, effectivement, je disais tout à l'heure, elles sont conservatrices, ces théories du complot, oui, parce qu'ils n'imaginent pas un complot d'individus qui ne sont pas déjà en situation d'occuper le pouvoir. Ah ça c'est étonnant quand même, parce que si vous avez, je ne sache pas que les Rothschild et les Lévy forment des races, les Arabes ça reste encore plus discutable, donc ça c'est assez étonnant, mais en fait en gros, ce qu'il veut dire c'est que, je pense, hein, faudrait lui demander lui-même ce qu'il a voulu dire là, c'est un peu obscur, mais c'est que chaque côté du pouvoir finalement représente un groupe d'intérêts particulier, représente un groupe d'individus. Alors évidemment on voit bien Rothschild, c'est la finance internationale, c'est la banque, c'est la domination, Lévy on se doute bien que ça va être le pouvoir juif international, et les Arabes là pour le coup c'est un peu plus obscur, parce qu'en général ça marche pas trop ensemble, sauf encore à penser, comme je disais tout à l'heure, que finalement tout cela n'est que des manipulations orchestrées en haut lieu pour semer de la division. D'accord, c'est original. Pourquoi pas, non, mais c'est ça, mais il y a des trucs comme ça, et des jeux de miroir qui sont intéressants. Il y avait eu en Arabie Saoudite, pendant un moment, Coca-Cola était extrêmement interdit, parce que si on mettait une petite glace, on a l'impression que ça faisait la Mohamed, la Mecca, non à Mohamed, non à la Mecque, donc ça avait été interdit. Donc il y a eu des choses comme ça qui sont parfois un peu tirées par les cheveux et qui sont assez surprenantes, mais qui peuvent produire des conséquences économiques. Par exemple, je sais qu'en Algérie, à un moment, Pepsi était interdit, parce que Pepsi voulait dire Pay every pence to save Israel. En vérité, l'acronyme était un truc comme ça, donc ça a été... Bon, ça a été assez instrumentalisé par les pouvoirs publics, hein, on va pas se mentir, hein, ça c'est clair. Mais bon, il y a des choses comme ça qui peuvent produire parfois des conséquences économiques assez inattendues en fait. D'où la création de Zamzam Cola ou des choses comme ça. Il devrait peut-être en boire un peu moins, ça ira mieux. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement marginal en fait, la Terre est plate, mais qui, quand même, grâce à Internet, reconnaît une sorte de recrudescence assez étonnante avec des arguments absolument fallacieux. Vous avez une vidéo, par exemple, sur Internet qui dure 4 heures, ça s'appelle 100 preuves pour montrer que la Terre est plate, et vous avez des choses absolument délirantes hein, sur des quotients de marée, sur des trucs géographiques, etc. Effectivement, la question de la Terre plate, c'est quelque chose qui revient un petit peu en force, qui est assez pourtant marginal encore, hein. Faut pas trop s'enflammer là-dessus, mais bon, ça fait partie des idées un petit peu alter-scientifique. Et là, pour le coup, on est à la frontière de ce que peut être le conspirationnisme. C'est-à-dire que penser que la Terre est plate n'est pas forcément croire en un complot. Ça peut simplement être une croyance personnelle, une croyance un peu farfelue, un peu étrange, qui peut nous sembler. Mais là où ça devient complotiste, c'est lorsque l'on nous dit que les scientifiques se sont arrangés, se sont cooptés pour nous cacher que la Terre était plate. Là, on passe, si vous voulez, à une élaboration suivante, qui est le conspirationnisme, dans le sens où les individus savent que la Terre est plate, mais on nous le cache à dessein. Alors on se demande bien pourquoi d'ailleurs, mais c'est à ce moment-là où il y a l'organisation, la dissimulation du secret au profit d'un petit nombre d'initiés, que là effectivement on passe au stade de ce qui peut être une croyance, alors qu'à titre personnel on peut trouver étrange, particulière, etc. mais qui en soi n'est qu'une croyance marginale comme il y en existe beaucoup et qui ne pose pas de problème a priori. C'est juste à partir du moment où on passe à l'élaboration suivante qu'on en arrive au stade conspirationniste.